Les lois de l'univers, celui qui va contre elles est broyé. L'être humain, comme l'univers, est régi par des lois. Et celui qui va contre ces lois est broyé. Malheureusement, dans le monde entier, on ne voit que des gens qui s'imaginent qu'avec n'importe quelle pensée, n'importe quel sentiment ou projet, ils réussiront. Et non, ils finissent très mal. Vous direz que ce n'est pas de leur faute, que personne ne leur a instruit. Dites plutôt que c'est eux qui ne cherchaient pas à être instruits. Quand on cherche sincèrement, la lumière vient. Si vous cherchez un instructeur, il viendra. Mais la majorité des gens cherchent surtout la satisfaction de leurs désirs et de leurs caprices. Et dans cette recherche, ils se heurtent à des forces qui les brisent. Jusqu'à présent, personne n'a pu s'opposer aux puissances de l'univers, à ces ondes, à ces rayons qui le traversent. On se dit, je braverai toutes les lois, je réussirai, j'aurai ce que je veux. Non, comme ça, on sera broyé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de suivre Golf TV Africa. C'est la grande édition du soir de ce vendredi 23 septembre 2022 sur Golf TV Africa, le siège de l'information. Pendant 90 minutes, nous serons avec vous pour faire le tour de l'actualité au Bénin et dans le reste du monde. À nouveau, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'information. Le siège de l'info. Les travaux de l'atelier de validation du document de stratégie nationale de l'agriculture biologique et écologique ouvert ce vendredi au Palais des Congrès à Cotonou. Les travaux lancés par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se sont déroulés en présence de plusieurs experts. Les stations-service, puisque c'est de ça qu'il s'agit, poussent aujourd'hui poussent de la terre comme des champignons dans presque chaque coin de rue de certaines villes du Bénin. En dessous se trouvent des tonnes de liquide inflammable qui côtoient des maisons. Nous en parlerons également dans cette édition. Le refus de billets de banque et de pièces de monnaie prend de l'ampleur au Bénin, surtout dans les grandes villes. À Cotonou, par exemple, les pièces de 5, 10 et 25 francs ont du mal à circuler. C'est parti pour environ 90 minutes d'information sur le plan national et international. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à nouveau, bonsoir et merci de nous préférer. Les travaux de l'atelier de validation du document de stratégie nationale de l'agriculture biologique et écologique ouvert ce vendredi au Palais des Congrès à Cotonou. Les travaux lancés par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se sont déroulés en présence de plusieurs experts. Le compte-rendu dans ce reportage. Il s'agit de la validation du document de la stratégie du développement de l'agriculture biologique et écologique couvrant la période 2022-2030, une thématique incontournable qui puise ses ressources dans la fragilité à l'accès aux facteurs de production. C'est aussi un outil qui permettra de renforcer la résilience des exploitations agricoles. Nous sommes actuellement confrontés à un certain nombre de contraintes au niveau du secteur agricole, notamment la baisse de la fertilité de nos sols. Nous avons la cherté des coûts des intrants que nous utilisons, notamment les engrais, les pesticides et autres, qui font aujourd'hui que nous sommes obligés de refaire notre agriculture autrement. Nous devons imiter
la nature, nous devons changer les pratiques agricoles pour que ces pratiques-là soient les plus respectueuses de l'environnement que possible. Et quand nous sommes dans cette dynamique, ça veut dire que nous sommes en train de promouvoir l'agriculture écologique et l'agriculture biologique. Il y a eu beaucoup d'initiatives dans le pays, mais ces initiatives n'ont pas été coordonnées parce que nous n'avons pas une stratégie. En effet, cet atelier répond aux besoins des populations de consommer des produits sains et biologiques. Cette volonté se traduit par la faiblesse des productions agricoles à laquelle réfléchissent les participants à cet atelier. Il est noté de nos jours qu'à la suite de nombreuses crises sanitaires au niveau national, régional et mondial, que la confiance des consommateurs a été ébranlée et que leurs exigences se sont de plus en plus renforcées. De ce fait, un peu partout, les pouvoirs publics et les acteurs du secteur privé se sont multipliés, se sont mobilisés, j'allais dire, pour faire en sorte que la production de denrées alimentaires mises sur le marché réponde à leurs exigences d'usage de plus en plus accrues. Le continent africain n'occulte pas l'enjeu qu'est l'agriculture écologique et biologique. Au Bénin, seulement 18 928 hectares sont consacrés à l'agriculture écologique et biologique, soit 0,06% de la superficie agricole nationale de ces dernières années. Des initiatives sont également en cours dans les sous-secteurs pêche et élevage. Mais comme je viens de le dire, loin d'atteindre les niveaux escomptés. Pour le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, plusieurs étapes ont précédé le lancement de l'atelier sur la validation de la stratégie de développement de l'agriculture biologique et écologique qui a eu le concours de tous les acteurs. Plusieurs étapes ont ponctué l'élaboration de cette stratégie. En effet, 5 retraites ont été organisées à Boycon et à Grand Popo et ont mobilisé une équipe pluridisciplinaire composée de chercheurs, d'universitaires, de représentants d'ONG spécialisés dans le domaine, des ministères sectoriels, des acteurs mordus de l'agriculture biologique et j'en passe. Vous constaterez bel et bien avec moi que la formulation de la stratégie soumise à votre examen pour validation a vraiment suivi un processus participatif et inclusif qui me rassure de son appropriation par les acteurs parties prenantes que vous constituez. L'atelier a par ailleurs adopté plusieurs conclusions et recommandations dans le cadre de la mise en œuvre de la dite stratégie couvrant la période 2022-2030. Une semaine après la reprise des classes, enseignants et apprenants au pas. Les cours se sont enchaînés aussi bien dans le privé que dans le public, au grand bonheur des parents qui espèrent de meilleurs résultats pour les examens de fin d'année. Une équipe de Gulf TV Africa est allée faire le constat dans quelques établissements scolaires. Suivez plutôt. Les apprenants apprécient à juste titre le déroulement des cours pour le compte de l'année académique 2022-2023. Cependant, quelques difficultés s'observent à en croire certains élèves. Le début s'est bien passé. Pour l'instant, les profs qui sont venus dans nos classes sont bons, ils sont gentils. C'est bon. Ça promet, la rentrée, l'année scolaire promet. On a fait les cours, on a déjà évolué. Il n'y a même pas de profs qui ont traîné, on a déjà évolué à un certain niveau dans les programmes. On a fait les cours de maths, français, histoire géo, tous les cours, mais ça a bien passé, ça a bien commencé. À propos de la mathématique avec la PCT, c'est fini. La mathématique avec la PCT. Le bilan est pour le moment satisfaisant, réagit cet enseignant d'anglais en service au CEG Segbeya à Cotonou. C'est une nouvelle révolution qui augure d'un bel avenir, fait-il remarquer. Une semaine après la rentrée, je pense que pour ce qui concerne d'abord les enseignants, et en l'occurrence le CEG Segbeya ici, je crois que tout est au pas, puisqu'il y a eu pré-rentrée. Donc effectivement, le lundi 19 passé, les activités pédagogiques ont repris dans les classes
Pour ce qui concerne les enseignants, c'est bon. Du côté alors des apprenants, c'est pareil. Je crois que c'est une habitude pour les apprenants, ils savent de quel collège il s'agit. Et tout le monde est au pas. Et si ce n'est pas la pluie du lundi, voire même du mardi qui a causé de difficultés, je crois que tout est au pas. Les apprenants, ils ont répondu à l'appel de la rentrée. L'effectif, c'est pas mal, c'est bon déjà au départ. Les choses ont repris normalement. Et tout dépend du premier jour, de l'élan qu'on donne à la chose. Donc je crois que déjà à la rentrée, dès le début, les choses sont en place, les choses ont pris le pli. Je crois que ça augure de bons résultats, de meilleurs résultats pour l'année académique 2022-2023. Pour le président de l'association des parents d'élèves du collège d'enseignement général Sourou-Léré, membre de la coordination départementale littorale, les établissements publics jouent un rôle prépondérant grâce aux dispositifs mis en place par le gouvernement. Depuis les vacances, on a reçu des instructions pour préparer l'après-rentrée. Et le gouvernement nous a accompagnés en faisant la nomination des nouveaux directeurs, les affectations, de telle manière que malgré la pluie, le premier jour, les cours ont commencé presque partout. Donc c'est comme si on est à un cours privé. Donc le public a démarré comme si c'était à un cours privé. Le niveau hier, puisque vous avez réussi à l'examen d'entrée en 6e, en classe de 6e, donc ils ont le niveau. Vous savez que les enfants sont toujours ce qu'ils sont. On doit les suivre. Les parents ne doivent pas les abandonner. Quand vous envoyez vos enfants au collège, il faut les suivre. Ils ne sont pas encore grands. Ils sont en âge de puberté. Donc, ils viennent au cours régulièrement. Ils ont vu qu'il y a du sérieux. Rester à la maison pour traîner. Les enfants que vous voyez peut-être dans l'école, ce sont les cas des transferts. Le bilan positif fait savoir le directeur du CEG-SEGBEA qui rappelle que certains apprenants traînent encore les pas. Globalement, tout se passe bien. C'est un bilan positif. Les cours ont démarré depuis le lundi à 7h. Et aujourd'hui, tout se passe bien. Les enseignants sont au poste. Seulement que certains élèves sont encore à la maison. Certains se disent que les cours ne démarrent pas tôt, malgré tous les communiqués qu'on a passés, malgré les sensibilisations. Dans les classes, ils ne sont pas encore tous présents. Sinon, à part ça, depuis lundi, tout va bien. Insuffisance de salles, insuffisance de mobilier. Les autorités ont demandé déjà le point. Et nous-mêmes, à l'interne, on est en train de faire le nécessaire pour régler ces problèmes. Dans plusieurs autres établissements publics que privés, les programmes sont exécutés conformément à la réglementation en vigueur et en fonction des différentes masses horaires définies. Ce sont des infrastructures positionnées sur le bord d'une route destinée principalement à fournir du carburant aux automobilistes. Les stations-service, puisque c'est de ça qu'il s'agit, poussent aujourd'hui de la terre comme des champions dans presque chaque coin de rue de certaines villes au Bénin. En dessous se trouvent des tonnes de liquide inflammable qui côtoient des maisons à habitation ou des restaurants. Quelles sont les précautions prises dans ce processus? Qu'en pensent les acteurs du secteur de l'hydrocarbure? Élément de réponse dans ce reportage signé Aristide Kanossou et Koudous Bissiriou. Ne pas construire de logements à moins de 50 mètres des stations-service, voire 100 mètres pour les bâtiments sensibles, à savoir écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, c'est ce que proposait l'université de Murcia en Espagne après ses recherches qui révèlent que l'essence ne pollue pas que lorsqu'elle est utilisée par les moteurs, mais déjà dans les pompes, des composés organiques atmosphériques se diffusent dans l'air à des niveaux dangereux pour la santé. Aujourd'hui au Bénin, en dehors de l'essence de contrebande qui anime chaque coin de rue avec tous les risques y afférents, nous remarquons de plus en plus l'installation tous azimuts des stations-service qui juste dans la plupart des cas des bâtiments d'habitation. La fourchette de temps relativement courte
au milieu de laquelle le site est acquis et la construction finalisée, puis la station opérationnalisée, inquiète plus d'un. Seulement que Patrice Nombimé Agbaudranfort, député à l'Assemblée nationale, rassure que le gouvernement en place ne fait rien au hasard. C'est une préoccupation partagée, mais le gouvernement actuel ne fait rien au pifomètre. Il prend son temps à analyser avant d'autoriser. Donc, je suis sûr qu'il a eu des études préalables avant de donner ses licences et avant d'autoriser l'installation de ces stations. Les stations à Cotonou ne datent pas de maintenant. Les stations à Cotonou, ça date de longtemps, depuis les temps anciens de Total, Shell et ainsi de suite. En 1975, il y a eu la nationalisation des sociétés là et c'est devenu Sonacop. Maintenant, après la dissolution de Sonacop, nous avons maintenant les sociétés privées qui sont revenues. Mais ces stations ont été toujours installées dans Cotonou et il n'a jamais eu de problème. Bien sûr que le nombre est maintenant, le nombre s'accroît, mais nous allons toujours prendre des dispositions pour qu'il n'y ait jamais de catastrophe. Et pourtant, même si cela ressemblerait à une goutte d'eau apportée par le colibri pour éteindre le feu de la forêt, les quelques stations-service que Golf TV Africa a pu observer ici à Cotonou n'ont aucune bouteille d'extincteur visible ou à portée de main pour s'assurer du minimum en cas d'incendie. Ce risque de voir tout exploser ou partir en fumée est plus palpable et épouvantable avec les commerçants de l'essence de contrebande, va argumenter l'honorable. Le domaine des hydrocarbures est un domaine porteur d'impôts. Et tel que ça se passe dans notre pays n'est pas trop bon. La population, nous ne sommes plus maintenant à 2 millions de population. Nous sommes près de 12 millions de population aujourd'hui. Donc, nous devons nécessairement, si on doit mettre fin à la prolifération, n'est-ce pas, de l'essence frélatée et autres là, l'État d'abord doit prendre ses dispositions pour satisfaire sa population. C'est dans ce cadre-là que nous autorisons l'installation des stations parce que il n'en avait pas pratiquement. Le nombre de stations ne suivait pas, n'est-ce pas, l'accroissement de la population. C'est pourquoi pour le moment, on a la statistique, on n'a pas encore à un niveau très raisonnable. Hein. Il faut qu'il en existe encore pour satisfaire la population. Dans le rang des contrebandiers de l'essence au Bénin, ils estiment s'être améliorés à maintes égards depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon. Néanmoins, les inquiétudes sont partagées. Ah oui, plus ou moins. La population n'est pas tellement en sécurité parce que, vu la prolifération des stations-service, surtout dans la ville de Cotonou, tu vois, dans un quartier, bon, dans un délai de 3 mois, il y a des stations-service qui érigent de façon que moi je ne veux pas les traiter de mauvais, mais je vois un peu de danger. Le danger est quoi? Je ne sais pas si techniquement le projet est bien fait avant qu'ils érigent leur station-service. Sinon, pour ériger une station-service dans une agglomération, il y a des contraintes. Voilà que par-ci, par-là, tu rentres dans la ville, dans un quartier, à l'entrée d'un quartier, tu vas voir une station. Bon. Pour moi, le gouvernement est en train de jouer son rôle. Parce que dans aucun pays de la sous-région comme le Bénin, à l'instant, installe le produit pétrolier en vrac, ce n'est même pas bon. Mais cependant,
si le projet n'est pas étudié d'avance pour que les stations-service soient érigées, ça va causer de dangers à la population. Pour l'honorable Patrice Nombimé Baudrenfort, l'éveil et la prudence doivent être de mise chez les habitants. Écoutez, avant l'installation d'une station, il a eu des études. Maintenant, quelle que soit l'activité qui se passe dans le monde, il a la vigilance sur la sécurité. Les populations, les habitations qui sont à côté, non, ce n'est pas assez. Ils savent que des stations sont ici. Quant à Pierre Padonou, commerçant de l'essence de contrebande, il revient aux structures propriétaires des stations-service de s'assurer de pouvoir minimiser les risques. La population doit être en sécurité. Donc, je voudrais demander aux structures chargées de ces projets de voir un peu l'environnement propice avant l'implantation d'une station-service. Une chose est sûre, depuis quelques années, les stations-service sont érigées près des maisons d'habitation, des restaurants et lieux de commerce de fortune à une vitesse qui interpelle sur les études préalables. Le refus de billets de banque et de pièces de monnaie prend de l'ampleur au Bénin, surtout dans les grandes villes. À Cotonou, par exemple, les pièces de 5 francs, 10 francs et 25 francs CFA ont du mal à circuler car les petits commerçants y associent des rituels sacrificatoires. Pourtant, le refus de billets de banque et de pièces de monnaie est interdit et même puni par la loi en République du Bénin. On en parle dans le reportage que voici. Le fait de refuser un paiement en espèces, que ce soit des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal dans un État membre de l'UEMOA comme le Bénin, est puni par les textes en vigueur. Le ministre de l'Économie et des Finances l'a rappelé dans un communiqué datant du 3 septembre 2020, suite à la recrudescence du phénomène de rejet de pièces de monnaie et de billets de banque émis par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ceci au motif que les pièces de monnaie sont altérées, lisses, auraient perdu leur éclat ou que les billets de banque sont froissés ou déchirés et ne seraient plus valables. Mais il est évident que ce communiqué n'a pas eu l'effet escompté auprès des populations béninoises. Ils ne savent pas comment on fabrique de l'argent. Mais ils sont là à refuser de l'argent. Donc, la loi a interdit de refuser de l'argent. Mais pourtant, les gens refusent de prendre l'argent. Je prends ces pièces et billets dits usés auprès de mes clients. Mais à mon tour, j'ai du mal à les donner en monnaie à d'autres car ils estiment que les billets vont se déchirer dans leurs poches. Même quand ils finissent par les prendre après insistance, ils me les ramènent au bout de 3-4 jours. C'est la raison pour laquelle moi aussi j'ai commencé à refuser les pièces et les billets froissés ou vieux. Il y en a qui me laissent leur monnaie parce qu'ils ne veulent pas prendre de vieux billets, donc ils reviennent au bout de plusieurs jours acheter à manger puisque leur monnaie est restée. Et comme je n'ai pas de réserve pour changer, je préfère refuser aussi ces sous pour m'éviter les tracasseries liées à les faire circuler. Moi, chez moi, là, je ne refuse pas. Mais c'est les gens qui refusent. Même si les gens viennent acheter chez moi ici, et tu leur donnes de l'argent comme ça, là, la monnaie, ils vont trier ça pour dire, ça n'est pas bon, changez-moi ça. Et moi aussi, je dis, comment ils ont dit de ne pas refuser de l'argent et vous êtes en train de faire ça, que moi, je ne comprends pas. Même si tu veux aller au marché, si tu vas au marché, là, les bonnes dames refusent l'argent. Les bonnes dames, ils refusent l'argent. Un jour, je suis allée au marché, je voulais acheter du cube. Et j'ai 200 francs. Elle a regardé l'argent, elle a dit, l'argent n'est pas bon. Elle m'a donné. Je suis allée quelque part encore. Ils m'ont dit que ce n'est pas bon. Obligé, j'ai retourné avec l'argent. Donc c'est eux qui refusent et nous-mêmes, on est en train de refuser ici. Si les gens donnent de l'argent ici et si ce n'est pas bon, on ne peut pas prendre ça pour aller au marché. Qu'est-ce qu'on va acheter avec ça?
Voilà, on refuse de l'argent parce que nous aussi, si on veut acheter, les gens refusent. Donc c'est à cause de ça que nous là aussi on refuse. Oui, c'est pas bon, mais on n'a pas le choix. C'est à cause de si par exemple si on part au marché dans Tokpa, les gens refusent que c'est pas bon. Le phénomène persiste. Il s'élargit d'ailleurs à d'autres pièces de monnaie. Depuis peu, ce sont les pièces en laiton de 5, 10 et 25 francs qui sont ciblées. Les petits commerçants, les conducteurs de taxi-moto et les vendeurs ambulants refusent catégoriquement ces pièces désormais au motif qu'ils ont du mal à les faire circuler. Ces pièces de monnaie, selon le commun des Béninois, seraient prétendument utilisées lors des rituels sacrificatoires et donc spirituellement néfastes pour leurs activités. Les pièces de 25 francs et 10 francs, ils les refusent catégoriquement même. Il y en a qui ne veulent même pas les voir. Ils disent que ce sont des pièces utilisées pour les sacrifices, donc ils ne veulent pas y toucher. Donc, quand quelqu'un m'en donne, je refuse à mon tour. C'est seulement récemment que quelqu'un m'a convaincu qu'il m'aidera à les utiliser dans les pharmacies et stations. C'est de là que j'ai commencé à reprendre ces pièces, puisque je sais que le monsieur va les échanger pour ses achats et pour payer ses factures. Comme il relie ces pièces à des rituels, les vendeuses d'arachides aussi les refusent. Ce qui fait qu'elles ne vendent pas d'arachides moins de 50 francs. C'est pour s'assurer de ne pas prendre ces pièces de 25, de 10 francs ou encore de 5 francs. Les pièces de 10 francs et 25 francs, je ne les prends plus. Parce qu'une fois au grand marché dans Tokpa, les bonnes dames nous les refusent. C'est pour cela que nous aussi nous refusons. La loi interdit le refus d'argent certes, mais les dames du marché ne l'entendent pas de cette oreille. Elles sont catégoriques et nous arrachent les marchandises quand elles se rendent compte que vous avez de ces pièces. Si les commerçants du marché d'Antokpa sont réputés pour rejeter les pièces de monnaie altérées lisses ou qui auraient perdu de leur éclat et de billets de banque froissés ou déchirés, il n'en demeure pas moins vrai que le phénomène est plus profond. En témoignent les superstitions qui entourent les pièces en laiton. Les autorités béninoises concernées sont donc appelées à se pencher plus sérieusement sur la question. Merci à vous, Rachidat Roux, pour ce reportage. Phénomène grandissant dans nos mœurs, l'infidélité est devenue une pratique courante dans notre société et est souvent la source de dislocation de nombreux couples. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser deux personnes qui se sont promis fidélité, amour et respect à violer allègrement ces principes qui pourtant sont des vertus dans la société béninoise? Quelles donc sont les conséquences de cet acte? La réponse se trouve dans ce reportage. Le mariage est une union entre l'homme et la femme. C'est un engagement de l'un envers l'autre et les deux se doivent respect, amour et fidélité. C'est ce que demandent les valeurs culturelles, les us et coutumes et même la loi. Malheureusement, la fidélité qui jadis était une vertu cardinale dans le couple a tendance à disparaître, laissant place à la débauche qui prend de l'ampleur dans la société béninoise. Il n'est pas rare de voir des hommes et femmes mariés se livrer fréquemment à des escapades extra-conjugales. Et le cas le plus inquiétant et qui fait fréquemment objet de critiques au sein de la société est celui des femmes mariées qui s'adonnent à cette pratique pourtant intolérable dans la plupart des familles béninoises vu la place qui est la sienne au sein du foyer. Selon des témoignages, plusieurs raisons sont à la base de l'infidélité d'une femme mariée. Et c'est le WhatsApp qui a amené tout ça là. Parce que les femmes cherchent des copains sur WhatsApp. Ils regardent tout WhatsApp, ils copient tous ceux qui sont dans WhatsApp. Et si quelqu'un l'écrit, et après la personne lui donne des crédits pour activer, ça fait qu'ils ont des hommes dehors, au dehors de leur mari. C'est pas grand chose, hein. Les hommes sont pareils. Je pourrais énumérer 3 choses principales. La première chose, ça peut être dû au manque de moyens financiers du mari, qui n'arrive pas à subvenir aux besoins, n'est-ce pas, donc, de sa femme, ou bien aux besoins, n'est-ce pas, donc, de son foyer. Cela amène les femmes à aller chercher ces moyens financiers au dehors,
donc d'où l'infidélité. Deuxième cause, ça peut être dû à un manque de performance sur le plan de la sexualité du mari qui n'arrive pas à satisfaire comme elle le souhaiterait, je parle de la femme, sur le plan de l'amour. Voilà. En plus des raisons financières, d'aucuns estiment par ailleurs que ce sont les mauvaises fréquentations et le fait de trop étaler ces problèmes à ses copines qui poussent certaines femmes à cette pratique déshonorante. Si la femme a des amies femmes de trottoir, si la femme a des amies femmes de trottoir, ces femmes de trottoir peuvent la pousser parce que ça dépend des conseils de ces femmes. Parce que ces femmes vont tout faire pour qu'elles deviennent comme eux. Le révérend pasteur Raphaël Rouessou, loin de dédouaner les femmes infidèles, pense que ce sont certains maris qui, à travers leur comportement, poussent leurs épouses à cette extrémité. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la richesse qui garantit la fidélité d'une femme. Pas du tout, bien au contraire. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes riches qui sont surpris de constater que leurs femmes ne sont pas fidèles. Si une femme n'est pas assistée sur le plan affectueux, si une femme n'est pas comprise, si une femme se sent délaissée, il n'y a pas l'attention, elle commence elle se déprécie, elle se dit qu'elle ne veut plus rien devant son mari et les mauvaises pensées commencent à entrer dans son cœur. Ça, c'est le premier aspect. Et cet aspect est très difficile. Parce que vous avez beau avoir beaucoup d'argent, vous avez beau être riche, vous avez beau mettre toutes les choses à la disposition d'une femme. Si vous la méprisez, si vous la traitez avec mépris, avec dédain, si vous pensez que vous lui achetez un véhicule, elle a tout ce dont elle a besoin à la maison, et que quand vous revenez le soir, vous ne la considérez pas, tout ce qu'elle vous dit, vous ne répondez pas. Votre problème, c'est d'aller manger et d'aller dormir parce que vous n'avez que votre boulet dans votre tête. Sachez que c'est vous-même qui créez le fossé entre vous et votre femme. Et le jour où votre femme ne parlera plus, sachez qu'elle est là tout simplement de corps. Elle est déjà dehors. Ils sont nombreux les foyers qui se sont disloqués à cause de cette pratique dont les conséquences sont pourtant dévastatrices. Première conséquence, c'est la dislocation, n'est-ce pas, donc, du foyer qui agit sur l'éducation des enfants. Quand le mari n'est plus ensemble avec la femme, comprenez avec moi que l'éducation des enfants est bâclée. Les enfants sont voués à eux-mêmes, l'éducation devient unilatérale. L'infidélité de la femme n'a pas de conséquences que sur elle, que sur la femme. Parce que au-delà des maladies vénériennes, des affections qui pourraient détruire, au-delà des mauvaises ondes, de la malchance qu'elle transporte au cœur de son foyer, les conséquences peuvent se déverser également sur les enfants. Il y a certains enfants qui constatent malheureusement que la maman n'est pas fidèle. Et puis, ils ressentent ça comme étant une force intérieure qui les détruit. Une force qui les détruit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'il faut dénoncer? Est-ce qu'il faut se taire? Un enfant qui se tait et qui subit ça, que ce soit un garçon, une fille, cet enfant sera exposé à l'infidélité demain. Donc, les victimes sont nombreuses et que quand une femme est découverte comme étant une femme qui commet adultère, une femme qui est infidèle, c'est une honte pour elle. C'est une honte pour toute sa famille. C'est une honte pour son père. Pour dire que cette femme, elle n'est pas bien éduquée. Et c'est une honte pour les enfants. Donc, les femmes doivent savoir qu'un seul acte d'infidélité a des conséquences dévastatrices pour elle et pour toute sa famille. Déperdition culturelle, sociétale, difficultés financières, mauvaise assimilation de la modernité et de la modernisation, bref, les raisons avancées pour expliquer le phénomène sont nombreuses. En somme, il y a un changement de mœurs qui ébranle la société actuelle et le poids des interdits n'est plus malheureusement perçu de la même façon et n'a plus la même portée. Manifestation de soutien au référendum sur l'adhésion à la Russie
organisées dans le Donbass et dans les zones sous contrôle russe, dans les régions de Kherson et de Zaporodie en Ukraine. Des milliers de personnes ont été participées à cette mobilisation. Le colonel Assimi Goïta a été élevé par le président malien Mamadou Doumbouya, est élevé au Grand Croix de l'Ordre national du Mali ce vendredi et lui offre donc un sabre pour son courage à la tête de la Guinée. Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a prononcé un discours lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce 22 septembre à New York. Le ministre russe a notamment accusé l'armée ukrainienne et les nationalistes. À nouveau, bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de nous rejoindre sur Gulf TV Africa. Vous suivez le siège de l'information, la grande édition du soir sur Gulf TV Africa. Nous sommes entrés ainsi dans la deuxième partie de cette randonnée informative consacrée à l'interactualité. Manifestation de soutien au référendum sur l'adhésion à la Russie organisée dans le Donbass et dans les zones sous contrôle russe, dans les régions de Kherson et de Zaporodie en Ukraine. Des milliers de personnes ont participé à cette mobilisation ce 23 septembre à Moscou. Reportage. Ce 23 septembre, des milliers de personnes ont participé à une mobilisation de soutien au référendum sur l'adhésion à la Russie organisée dans le Donbass et dans les zones sous contrôle russe, dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia en Ukraine. On n'abandonne pas les nôtres. C'est derrière ce slogan que plusieurs milliers de manifestants expriment leur soutien au référendum sur l'adhésion à la Fédération de Russie, organisée jusqu'au 27 septembre dans plusieurs territoires. Les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, reconnues par Moscou, Bagdad et Pyongyang, ainsi que les zones dont les autorités russes ont pris le contrôle dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia en Ukraine, dans le cadre de l'opération militaire spéciale russe lancée fin février. De leur côté, Kiev et ses alliés occidentaux dénoncent des scrutins illégitimes et répandent dans l'opinion publique que le peuple russe est contre le référendum. Ce soutien massif montre à suffisance que Kiev et ses alliés sont dans la désinformation comme à leur habitude. Le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, s'est rendu à Bamako. Cette visite intervient alors que Conakry a rejeté catégoriquement les récentes déclarations du chef de la CEDEAO qualifiant d'inacceptable une transition de 3 ans en Guinée. Suivez plutôt. C'est le premier déplacement du colonel Mamadi Doumbouya hors de ses frontières depuis que lui et ses hommes ont renversé le président Alpha Condé et pris le pouvoir par la force en septembre 2021. Il est arrivé à Bamako dans un avion mis à sa disposition par les autorités maliennes. Je suis à Bamako à côté de mon frère, le président Assimi, pour bien sûr fêter l'indépendance du Mali et accompagner le peuple malien, qui est un peuple frère. Et nous savons bien sûr la Guinée et le Mali, qu'on le dise, c'est un poumon ou deux même dans un même corps. Donc pour moi, il est important d'être à Bamako pour fêter l'indépendance du Mali avec mes frères maliens. Après quelques mots échangés en malinké et l'exécution des hymnes nationaux, les deux présidents, Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta, ont passé en revue les troupes et salué les autorités sur place. Cette présence d'un président qui traverse la même situation que le Mali semble appréciée par les Maliens. Comme on le dit, c'est deux poumons dans un même corps. Le Mali et la Guinée, c'est deux pays frères. Lorsque le Mali a subi
les sanctions illégales et illégitimes de la part de la CEDEAO, c'est la Guinée qui nous a ouvert ses portes. C'est la Guinée qui nous a aidés. Comme on le dit aussi, c'est à travers les difficultés qu'on arrive à reconnaître les ennemis. Donc, on dit bienvenue au président guinéen. Mes impressions sont très bonnes puisque je trouve que la Guinée est dans son rôle. Comme tout le monde nous fait dos, la Guinée qui nous fait face parce que c'est nos parents. La Guinée et le Mali, c'est un même pays. C'est seulement les frontières qui nous ont été imposées. Sinon, nous sommes le même pays. Comme on le dit, même le président l'a dit aujourd'hui, c'est deux poumons dans un même corps. Donc on est très contents. Le Mali, à 2 reprises, et la Guinée font partie avec le Burkina Faso des pays de la CEDEAO où les militaires se sont emparés du pouvoir au cours des 2 dernières années. La CEDEAO a levé les sanctions sévères qui avaient été imposées au régime militaire du Mali, acceptant un retour à un régime civil en mars 2024. Lors d'une visite en Guinée, le chef de la CEDEAO, Umaru Sissoko Embalo, a déclaré qu'il avait obtenu un accord avec la junte pour céder la place à des civils élus après 2 ans, ce que Conakry rejette avec force, accusant même le leader bissau-guinéen de mensonge. Le Mali et la Guinée restent suspendus des instances de la CEDEAO. Le colonel Assimi Goïta a élevé le président Mamadi Doumbouya à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali ce vendredi et lui offre un sabre pour son courage à la tête de la Guinée. Les 2 présidents ont ensemble passé en revue la coopération bilatérale entre le Mali et la Guinée qui s'est renforcée depuis la prise du pouvoir de ces 2 frères d'âme. Reportage. Tête à tête à Koulouba entre les présidents de transition de la Guinée et du Mali. Mamadou Doumbouya et Assimi Goïta ont passé en revue la coopération bilatérale entre le Mali et la Guinée qui s'est renforcée à la faveur de l'embargo de la CEDEAO et de l'UEMOA avec le transit des marchandises maliennes par le port de Conakry. Les 2 dirigeants ont échangé sur la conduite de la transition dans leurs pays respectifs pour exprimer la reconnaissance des autorités et du peuple malien au président de la transition de la Guinée, Mamadou Doumbouya, pour son soutien au Mali. Président Assimi Goïta a élevé le colonel Mamadi Doumbouya à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Il lui a également offert un sabre pour saluer sa bravoure à la tête de la Guinée. Après leur tête-à-tête, les 2 frères d'armes ont co-présidé le lancement du complexe hospitalier de 4e référence qui sera construit sur 40 hectares à Bamako. 160 milliards de francs CFA, c'est le coût de réalisation de cette infrastructure. Elle sera construite à Bamako dans le souci de désengorger les infrastructures existantes et apporter un plateau technique de dernière génération aux Maliens. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a prononcé un discours lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce 22 septembre à New York. Le ministre russe a notamment accusé l'armée ukrainienne et les nationalistes ukrainiens de tuer en toute impunité les habitants du Donbass depuis 8 ans. Suivez. Pendant plus de 8 ans, l'armée ukrainienne et les combattants des formations nationalistes ont tué et continuent de tuer en toute impunité les habitants du Donbass seulement parce que ces derniers avaient refusé de reconnaître les résultats du coup d'État criminel, anticonstitutionnel et sanglant à Kiev. Cela fait 8 ans que le régime de Kiev mène une soi-disant opération militaire contre les civils. Au 3e jour d'une semaine de haut niveau à l'Assemblée générale de l'ONU, tous les regards se sont tournés vers une réunion de plus de 3 heures du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée au conflit russo-ukrainien. Images et son. Avec cet élément, nous vous présentons toutes nos excuses. Nous y reviendrons certainement avant la fin de cette édition.
Suite à un accord entre Moscou et Kiev, 55 prisonniers russes ont été libérés. Selon Kiev, 215 captifs ukrainiens ont été relâchés au cours de l'échange. Certains militaires russes libérés se sont exprimés publiquement à leur retour sur le tarmac de l'aéroport de région de Moscou à Russie, selon les images diffusées par le ministère russe de la Défense. Reportage. Salut chérie, nous avons été libérés. Nous sommes dans la capitale de notre patrie. On nous a accueillis bien. Je veux dire merci à tout le monde. Un grand merci à l'État et au gouvernement de nous avoir libérés. Nous sommes très reconnaissants. Le fascisme est présent en Ukraine. Il maltraite les gens. Il les maltraite avec cruauté, avec violence. Au début, il nous battait. Et puis, il nous détenait dans des conditions... on vivait dans le sous-sol. On dormait sur des palettes. Ils accusent la Russie. Ils disent que la Russie est coupable de tout. Ils disent que la Russie est venue chez nous et détruit nos familles, nos villes. Mais en réalité, on a vu quelque chose d'autre, de différent. Que l'Ukraine elle-même bombarde ses propres civils. Nous sommes très heureux. Merci beaucoup à la Russie de nous avoir échangés. Le journaliste de RT Arabique Maxime Altouri a fait état de frappe des forces armées ukrainiennes sur un marché à Donetsk, République populaire de Donetsk, non reconnu par Kiev ce 22 septembre, d'après le maire de Donetsk, Alexei Koulemzin, cité par l'agence TASS. 6 personnes ont été tuées par des frappes ukrainiennes sur un marché couvert du centre de la ville à la veille de l'organisation d'un référendum sur l'adhésion à la Russie des républiques populaires de Donetsk et Lugansk. Un projet de référendum condamné par Kiev et ses alliés. Reportage. Beaucoup craignaient bien sûr qu'à la veille du référendum, il puisse y avoir des provocations de la part de l'armée ukrainienne pour essayer d'empêcher la tenue du référendum. Et voilà, les bombardements. Vous pouvez le voir. De nouveau, il y a des morts. C'est le marché central couvert. Un bus a pris feu. On peut voir les conséquences des bombardements. Cet endroit a été frappé plusieurs fois. On entend toujours des bruits de canon. Des secouristes et des ambulanciers sont déjà sur les lieux. Mais malheureusement, il y a des victimes, des morts et des blessés. Telle est la situation à la veille du référendum. Mon fils était dans ce bus. Où sont-ils tous? Où sont-ils? Dites-moi, où se trouvent tous les passagers? Il y en a encore d'autres? Où? Montrez-moi. Скажите, где они все? تحاول القوات الآن والدفاع المدني مساعدة الجرحى ومن أصيب فيه. القوات الأوكرانية تواصل الاستهداف. Il y a un jeune homme allongé ici, et voici la mère. Les gars, heureusement que je suis en vie, mais j'ai vu comment tout a volé en éclats ici. C'est un marché, il y avait beaucoup de monde. Voilà, on vend des fleurs ici. C'est tout. Ils voulaient apparemment nous mettre à genoux. Le Soudan du Sud appelle les États-Unis à lever les sanctions imposées à son secteur pétrolier. Le gouvernement a indiqué qu'il avait besoin d'investissements étrangers dans le pays pour aider à fournir des emplois aux nombreux jeunes qui sont actuellement sans travail. Reportage.
Le Soudan du Sud produit actuellement 155 000 barils de pétrole par jour. Il en produisait un peu plus du double avant que la guerre civile n'ait éclaté dans le pays en 2013. 5 ans plus tard, le gouvernement américain a imposé des sanctions aux 15 entreprises pétrolières prétendument impliquées dans le soutien aux groupes impliqués dans les violences. Le gouvernement sud-soudanais a affirmé que les sanctions imposées par le gouvernement américain nuisaient à l'économie. Dans 2 ans, si rien ne se produit, que va-t-il se passer? Si nous descendons en dessous de 100 000, en dessous de 80 000 barils par jour, qu'est-ce qui va se passer? Les oléoducs ne supporteront pas le flux de pétrole brut. La Chambre africaine d'énergie, un organisme juridique continental qui encourage les investissements dans le secteur de l'énergie en Afrique, estime que les sanctions découragent les investisseurs qui souhaitent pénétrer le marché sud-soudanais. Comment allons-nous dire au Soudan du Sud que vous devez passer à une économie verte, mais que vous ne pouvez pas faire entrer de l'argent parce que vous devez traiter avec des entités qui figurent sur la liste des sanctions? Cela est contre-productif pour un avenir énergétique vert. Les 15 entreprises concernées par les sanctions sont très diverses et comprennent certains organismes publics impliqués dans la gestion du secteur pétrolier. Le gouvernement sud-soudanais a indiqué qu'il avait besoin d'investissements étrangers dans le pays pour aider à fournir des emplois aux nombreux jeunes qui sont actuellement sans travail. Nous sommes prêts à nous associer avec n'importe quel prestataire de services fiable, efficace et compétent ayant fait ses preuves dans l'arène pétrolière mondiale afin d'utiliser une technologie supérieure qui contribue à augmenter le rendement quotidien des champs pétrolifères. Malgré ces arguments, le gouvernement américain reste impassible. Il a affirmé vouloir observer le retour à la paix totale au Soudan du Sud avant de pouvoir lever les sanctions. La procureure générale de l'État de New York, Laetitia James, a annoncé mercredi 21 septembre dernier des poursuites au civil contre Donald Trump et plusieurs de ses enfants dans la quête sur les pratiques fiscales de son groupe, la Trump Organization, renforçant la pression de la justice sur l'ancien président républicain. Une fraude évaluée à 250 millions de dollars. Après cette plainte, Donald Trump a dénoncé une nouvelle chasse aux sorcières. Reportage. J'annonce que nous déposons aujourd'hui une plainte contre Donald Trump pour avoir violé la loi dans le cadre de ses efforts pour générer des profits pour lui-même, sa famille et son entreprise. Revoilà Donald Trump dans l'œil du cyclone. Après 3 ans de procédure, la procureure de New York, Laetitia James, a annoncé poursuivre l'ancien président américain au civil. Elle a également transmis le dossier à la justice pénale ainsi qu'aux services fiscaux américains. Ses enfants, Ivanka, Eric et Donald Jr. ont aussi été cités, tout comme l'ancien directeur financier de la Trump Organization et le contrôleur financier de l'entreprise. Voici les principaux chefs d'accusation: falsification de documents commerciaux, fraude à l'assurance ou encore fausse déclaration à des institutions financières. Une plainte qui comporte au total 222 pages. Face à la presse, la réquisition de Laetitia James est implacable et viserait, selon le New York Times, à chasser les Trump de l'État. Nous demandons à la Cour, entre autres, d'interdire de façon permanente à M. Trump, à Donald Trump Jr., à Ivanka Trump et à Eric Trump d'exercer les fonctions de dirigeant ou de directeur de toute société ou entité similaire enregistrée et ou autorisée à New York. D'interdire à M. Trump et à l'organisation Trump de procéder à toute acquisition de biens immobiliers commerciaux dans l'État de New York ou de demander des prêts auprès de toute institution financière à New York pendant 5 ans et de rembourser les avantages financiers indus obtenus grâce à des pratiques frauduleuses répétées pour un montant estimé à 250 millions de dollars. Du côté de Donald Trump, on s'étrangle de rage. Et l'on affirme qu'à 1 mois et demi des élections du nouveau procureur général de New York, cela a tout d'une machination judiciaire. Et voilà une autre chasse aux sorcières par une procureure générale raciste, Laetitia James, qui a échoué dans sa course au poste de gouverneur, n'obtenant pratiquement aucun soutien du public et qui fait maintenant piètre figure face au candidat au poste de procureur général, le très respecté Michael Henry.
Je n'aurais jamais cru que cette affaire serait portée devant les tribunaux jusqu'à ce que je voie ces mauvais résultats dans les sondages. Selon un récent sondage du groupe Trafalgar, le républicain Michael Henry devancerait d'1,2 point la démocrate Laetitia James. Une information en bref à présent. Les inondations au Nigeria ont fait au moins 300 morts cette année, selon les autorités, et celles-ci avertissent que la situation pourrait empirer en raison de fortes précipitations et des effets de l'eau excédentaire d'un barrage au Cameroun. Depuis le début de la saison, des pluies, près de 100 000 personnes ont été déplacées à cause des inondations et sont à présent logées dans des abris de fortune. L'autorité nigériane de gestion des catastrophes s'est réunie d'urgence pour évaluer la situation et envisager une réponse. À quelques jours des élections législatives, les manifestations se poursuivent pour dénoncer le coût de la vie en Italie. La population espère que cette problématique sera la priorité du futur gouvernement qui sera issu des législatives du dimanche 25 septembre. Pendu derrière la vitrine de ce café de la capitale. À l'image de Laura Ramoni, gérante du Big Mama Bar, beaucoup d'Italiens ont le sentiment d'avoir la corde au cou. Lorsque j'ai reçu une facture d'un montant d'environ 2500 €, j'ai eu l'impression d'être pendue. Alors j'ai pensé à accrocher ce mannequin et à l'exposer dans ma vitrine. C'était aussi pour indiquer à mes clients que j'étais obligée d'augmenter les prix des cafés. Les gens doivent comprendre que nous sommes vraiment en train de sombrer. Nous n'avons jamais traversé une période pire que celle-ci. Depuis un an, les prix flambent, la pauvreté et le chômage sont en hausse constante, comme ici à Salerne, dans le sud de l'Italie. Cet ancien barman n'arrive plus à s'en sortir et est obligé de se rendre à la soupe populaire. J'ai une toute petite retraite, je paie mon loyer, ma facture d'électricité, il me reste rien pour manger. Voilà la situation. Comme lui, ils sont plusieurs à venir récupérer des sacs de produits alimentaires et la situation pourrait encore empirer après les élections, selon ces humanitaires. Si Meloni gagne et annule le revenu de citoyenneté, cela provoquera un afflux de personnes ici. Le coût de la vie, et plus particulièrement les prix de l'énergie, sont au centre de la campagne électorale italienne. Mais pour l'heure, à droite comme à gauche, on suit le plan d'action du Premier ministre sortant Mario Draghi. Le prix du gaz a été plafonné sans attendre un consensus européen et des aides ciblées sont versées à certaines familles et entreprises. Des mesures insuffisantes, à en croire certaines organisations caritatives. Une récente étude indique qu'une personne sur 13 pourrait basculer dans la pauvreté extrême. Ces dernières années, les politiques nationales n'ont pas permis de structurer les salaires. Elles se sont contentées d'apporter une aide urgente aux familles les plus démunies, mais il n'y a pas eu de réforme structurelle sur les rémunérations. Quel sera l'impact de ce sentiment d'abandon dans les urnes ce dimanche 25 septembre ? Pour les formations politiques ayant participé au gouvernement d'union nationale de Draghi, la facture s'annonce elle aussi salée. Le chef du parti tunisien d'inspiration islamiste, Ennahda Rached Ghannouchi, salue ses partisans après avoir été entendu par un juge d'instruction antiterroriste en lien avec l'envoi présumé de terroristes en Syrie et en Irak, une affaire qualifiée par son mouvement de politiquement motivée. Reportage. Plusieurs responsables d'Ennahda et des politiciens proches du mouvement sont poursuivis dans l'affaire dite de l'expédition de djihadistes. Ses détracteurs et une partie de la classe politique soupçonnent le parti d'avoir facilité le départ de djihadistes vers la Syrie et l'Irak, ce que dément Ennahda. Il y a une tentative du pouvoir d'éliminer un adversaire politique. Ennahda est le plus grand et le plus ancien parti dans le pays. Ils ont échoué dans la confrontation électorale et dans la liberté. Ils n'ont rien trouvé d'autre que d'essayer de nous salir en nous affilant au terrorisme pour éliminer un adversaire politique puissant. Monsieur Ghannouchi, 81 ans, a été entendu par un juge du pôle judiciaire antiterroriste après avoir été interrogé toute la nuit de mardi à mercredi par les enquêteurs.
Le juge d'instruction qui doit décider de l'inculpation ou non de M. Ghanouchi dans cette affaire a fixé une nouvelle audition au 28 novembre selon son avocat Samir Dilou. Ennahda accuse le pouvoir de chercher à détourner l'opinion publique de la dégradation des conditions de vie depuis que Kais Saïd s'est arrogé les pleins pouvoirs en 2021. La Chine a officiellement protesté contre les États-Unis au sujet des déclarations récentes du président Joe Biden à propos de Taïwan, lesquelles violent les engagements de longue date pris par son pays à respecter le principe d'une seule Chine. Précision dans cet élément. Nous exhortons la partie américaine à reconnaître pleinement l'extrême importance et la haute sensibilité de la question de Taïwan et à respecter le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints américano-chinois, à mettre effectivement en œuvre l'engagement pris par les dirigeants américains de ne pas soutenir la soi-disant indépendance de Taïwan, à traiter prudemment la question de Taïwan et à ne pas envoyer le mauvais signal aux forces séparatistes de Taïwan afin d'éviter de nuire davantage aux relations américano-chinoises et à la paix et à la stabilité du détroit de Taïwan. La Commission des affaires étrangères du Sénat des États-Unis a soutenu un projet de loi visant à renforcer l'aide à la sécurité à Taïwan. Celui-ci prévoit 6,5 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. On ignore à quelle date ce projet sera voté au Sénat, mais la Chine a condamné cet acte, affirmant qu'il envoie un mauvais signal aux séparatistes taïwanais. La Chine soutient que tout échange officiel entre Taïwan et d'autres gouvernements est une violation du principe d'une seule Chine convenu par 181 pays. Voici une déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères. Nous demandons instamment à la partie américaine de respecter le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints sino-américains, de mettre sérieusement en œuvre l'engagement pris par le dirigeant américain de ne pas soutenir l'indépendance de Taïwan, d'arrêter de jouer la carte de Taïwan, d'arrêter d'essayer de contenir la Chine avec la question de Taïwan et de cesser de promouvoir la révision du projet de loi concerné. La Chine, en fonction des progrès et du résultat final de la loi, prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder résolument sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale. La Chine et Malte se sont engagés à élargir leur coopération dans divers domaines. Les 2 parties ont partagé cette position alors que le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré son homologue maltais en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il a rappelé que Malte était prête à participer à l'initiative chinoise La ceinture et la route et considérait le jubilé comme une bonne occasion de promouvoir le développement des relations bilatérales. Reportage. La Chine et Malte se sont engagés à élargir leur coopération dans divers domaines. Les 2 parties ont partagé cette position alors que le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré son homologue maltais, Ian Borg, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Cette année marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les 2 pays. Le ministre Wang a déclaré que le développement des relations bilatérales était basé sur un respect mutuel constant et que la Chine était prête à apporter les relations à un nouveau niveau. Le ministre Borg a pour sa part exprimé la ferme adhésion de Malte à la politique d'une seule Chine, réaffirmant que Taïwan fait partie de la Chine. Il a rappelé que Malte était prête à participer à l'initiative chinoise de ceinture et route et considérait le jubilé comme une bonne occasion de promouvoir le développement des relations bilatérales. Restons toujours en Chine pour parler d'un service de restauration adapté aux personnes âgées des campagnes de l'Est de la Chine. Cela suscite d'engouement et assez d'intérêt de la part des bénéficiaires qui se ruent vers les restaurants spéciaux. Les précisions dans ce reportage. C'est la nourriture que vous trouverez dans n'importe quel restaurant, mais c'est un type de restaurant très différent. Son nom se traduit par la table du bonheur et sa clientèle exclusive, les personnes âgées du village de Chiputu. Chaque jour, les personnes de 70 ans et plus peuvent venir ici prendre leurs 3 repas quotidiens. C'est totalement gratuit, une initiative pour aider les personnes âgées, dont beaucoup vivent seules.
L'idée, c'est que c'est difficile de cuisiner pour soi comme ça. Mais faire les courses, préparer et nettoyer peut aussi devenir plus difficile avec l'âge. On pourrait dire qu'à mesure que nous vieillissons, nos mains, nos pieds bougent plus lentement. Il n'est peut-être pas si difficile de se procurer les ingrédients, mais lorsqu'on est seul, on ne peut peut-être pas se donner la peine de cuisiner. Réunir ces personnes âgées autour d'un repas résout ce problème et améliore leur bien-être. Weihai en Chine abrite un pourcentage élevé de retraités. Un tiers de sa population a plus de 60 ans. Cela signifie que des projets comme ceux-ci sont populaires. La table du bonheur sert une centaine de personnes par repas. Nous mangeons ensemble tous les jours. La nourriture est délicieuse et elle convient particulièrement aux personnes âgées car elle est légère. Liu Yanjing dit que cela lui a facilité la vie et il est reconnaissant de l'attention renouvelée accordée aux personnes âgées. Grâce aux politiques et à l'attention du gouvernement, nous, les ruraux, vivons une vie heureuse et prospère. Notre village ne travaille plus la terre depuis de nombreuses années. Les jeunes vont travailler, les personnes âgées restent à la maison. Et il y a aussi des enfants, donc nous vivons très bien maintenant. Bien vivre et bien manger aussi, avec un appétit pour davantage d'idées de ce genre. Au Nigeria, la nouvelle année scolaire a commencé ce mois-ci, mais plus de 600 écoles sont toujours fermées en raison d'une vague d'enlèvements contre rançon par des gangs armés selon les autorités. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a déjà l'un des taux d'enfants non scolarisés les plus élevés au monde. Précision dans ce reportage. La petite ville de Sabo, au sud de l'état de Kaduna, est animée. Mais ce n'est pas une journée typique pour beaucoup dans cette région. À quelques kilomètres du centre, ces écoliers sont unis par un ennemi commun, le conflit armé. La plupart d'entre eux sont arrivés dans cet abri temporaire avec leurs parents en novembre 2021, après que leurs villages ont été envahis par des gangs armés. Nous étions des agriculteurs avant que ces gens ne viennent nous attaquer. Ils ont brûlé toutes nos maisons, nos fermes, nos moyens de subsistance et l'école que fréquentaient nos enfants. Ils ont tout rasé. Cette situation a contraint plus de 600 écoles du nord du Nigeria, y compris dans l'état de Kaduna, à fermer leurs portes. Maintenant, les parents aimeraient inscrire leurs enfants dans des centres mieux sécurisés. Le problème maintenant, c'est que nous n'avons même pas l'argent pour les faire sortir d'ici et aller dans une autre école. Nous avons tout perdu. Ce mois de septembre, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, signale que plus de 20 millions d'enfants nigérians ne sont pas scolarisés, soit une hausse de près de 2 millions d'enfants par rapport à un décompte similaire en mai. Les autorités nigérianes contestent ces chiffres, avançant que la situation s'est améliorée et que le gouvernement a dépensé beaucoup pour l'éducation. Les autorités ajoutent également que les estimations de l'UNESCO ne tiennent pas compte du nombre d'enfants fréquentant des écoles non conventionnelles dans le nord du pays. Mais le chef de la fédération Read and Earn, Lire et Gagner de l'UNESCO au Nigeria, rappelle que de nombreux facteurs contribuent à ces chiffres élevés. C'est une situation complexe. L'insurrection peut en faire partie. Deuxièmement, le décès de leurs parents ou tuteurs responsables des frais de scolarité. Un autre facteur que nous pouvons considérer est le mariage précoce. Celui-là est particulier aux filles. Les autorités nigérianes ont intensifié la répression contre les gangs armés et disent avoir eu un certain succès. Elles affirment que lors d'une récente frappe aérienne, environ 200 bandits présumés ont été tués. Mais tant que persiste l'insécurité, la menace demeurera et maintiendra probablement les écoles fermées. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné mercredi la mobilisation de 300 000 réservistes pour donner un nouvel élan à son offensive en Ukraine, se disant prêt à utiliser tous les moyens de son vaste arsenal contre l'Occident. Reportage.
Nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple. Je dis bien tous les moyens, ce n'est pas du bluff, a martelé M. Poutine en réponse aux pays occidentaux qui l'accusent d'avoir recours au chantage nucléaire contre elle et signifiant ainsi qu'il était prêt à utiliser l'arme atomique. Lors d'une rare adresse à la nation, le président russe a annoncé une mobilisation partielle de 300 000 réservistes, soit à peine 1,1% des ressources mobilisables, a précisé le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. Les citoyens mobilisés auront le statut de ceux qui travaillent sous contrat et le niveau de rémunération correspondant. Les employés du complexe militaro-industriel verront leur service militaire reporté pour la période de leur travail dans ces organisations. Pour le porte-parole de la Commission européenne, cette mobilisation ne montre rien d'autre qu'un signe de désarroi. Le discours du président Poutine et les annonces qu'il a faites à la fois sur ces référendums et sur la mobilisation partielle, c'est juste une autre preuve de Poutine, qui n'est pas intéressé par la paix et qu'il est intéressé par l'escalade de la guerre. C'est aussi un autre signe de son désarroi face à la façon dont son agression se déroule contre l'Ukraine. À Kiev, l'annonce de Vladimir Poutine suscite des réactions diverses, mais le dénominateur commun semble une volonté ferme de résister contre l'envahisseur. Je pense que c'est peut-être la dernière chance pour la Russie de maintenir d'une certaine manière les territoires qu'elle a annexés depuis le 24 février, parce que le chantage nucléaire est leur dernière carte. Je pense qu'il ne faut pas se laisser détourner par les déclarations d'un dictateur russe. Parce que le fait qu'il annonce une mobilisation ou le fait qu'il publie un nouveau décret en Russie, cela ne changera rien pour nous en Ukraine. Parce qu'on comprend que tout se joue maintenant. Soit on vaincra la Russie, soit elle occupera la totalité de nos territoires. Cette mobilisation pourrait annoncer un redoublement des violences pour des populations ukrainiennes déjà fortement éprouvées par 7 mois de conflit. Avant même la mobilisation partielle, l'annonce mardi de référendum d'annexion dans les régions contrôlées par Moscou en Ukraine du 23 au 27 septembre avait signalé un durcissement du conflit, une initiative fermement condamnée par les Américains et les Européens. Dans un discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies le 21 septembre 2022, le président américain a abordé plusieurs sujets dont la guerre en Ukraine. Il a notamment accusé la Russie d'avoir violé de manière éhontée les principes fondateurs de la Charte des Nations unies. Joe Biden s'est également dit favorable à une réforme majeure du Conseil de sécurité de l'ONU en augmentant le nombre de ses membres. Chérif Amir, docteur en géopolitique, évoque ce discours. C'est un peu étonnant parce que tout simplement, le principe d'autodétermination des sorts des peuples est un principe qui a été annoncé par les pays occidentaux il y a très longtemps. Ça a été appliqué avec le Kosovo et aussi avec le Timor-Est en Indonésie aussi. Alors pourquoi maintenant, lorsqu'il y aura une partie russophone au sein du territoire historique russe qui demande la réunification avec la Russie, pourquoi ça sera refusé le principe d'autodétermination? Alors, maintenant, c'est un peu paradoxal, bien sûr, parce que tout le monde parle maintenant de l'appel à la mobilisation partielle. Ils essayent de mettre les deux contextes, c'est-à-dire le président américain Joe Biden et ses homologues occidentaux, de mettre les deux contextes d'une façon parallèle, c'est-à-dire à dire aux gens que voilà, ce référendum, il est lié à la guerre, ce référendum n'a pas une légitimité. Or, il faut séparer la situation. Il y a un référendum parce qu'on va voir, peut-être la population va dire autrement, on ne sait pas. Et une autre chose, il y a aussi une obligation de la Russie de protéger militairement ceux qui sont sur le territoire, que ce soit des forces militaires ou des civils qui ont la priorité. Donc, à mon avis, bien sûr, il y a une course de déclaration, une course de prise de position de la part
de Joe Biden et des responsables occidentaux sur cette question pour juste barrer la route pour ne pas donner à ces populations une légitimité, soi-disant une légitimité historique à décider le sort de leur vie, la vie de leurs enfants. Toujours qu'il y a le jeu sur la sensibilité des pays sous-représentés. Et bien sûr, il y a c'est le moment de jouer sur cette carte. Et il y a aussi, comment dire, une opération de séduction envers certains pays. Si on vous offre la possibilité d'être membre du Conseil de sécurité, est-ce que vous avez la possibilité de dire non à la Russie et la Chine? Est-ce que vous êtes déjà dans l'orbite d'un pays satellite, dans l'orbite des pays du bloc occidental? C'est ça ce qui est la manœuvre. Donc un consensus des 5 pays, un vrai consensus doit être fait. Un dialogue avec la Russie, un dialogue avec la Chine, un dialogue avec tout le monde, avec les 5 membres, et que ce soit clair. Et les discussions doivent être faites en direct aussi, parce que ça concerne le monde entier. Alors cette discussion doit être très claire. Ces négociations doivent être basées sur des principes selon le droit international et non pas la polarisation politique et diplomatique et militaire. C'est le temps qui va le montrer et on va voir leurs actions, les Américains, envers Taïwan. Alors, est-ce qu'il y aura des provocations pour la Chine ou non? La guerre économique, elle est déjà là. Alors, je ne sais pas vraiment si vraiment Joe Biden ou ceux qui vont le suivre après dans la politique américaine vont vraiment maîtriser la situation pour ne pas provoquer l'escalade. La Banque centrale de la Chine a décidé mardi de laisser inchangé le taux d'intérêt préférentiel des prêts à terme à 1 et à 5 ans. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Quel sera son impact sur le marché immobilier chinois? Les précisions dans ce reportage. La stabilisation du taux d'intérêt des acteurs est intervenue alors que la semaine dernière, la Banque populaire de Chine a également laissé changer son taux d'intérêt des acteurs à moyen terme, tout en drainant une perte de liquidité des institutions bancaires. Selon les analystes, les décideurs politiques cherchent soigneusement à trouver un équilibre entre le soutien à la reprise économique et la prévention de nouveaux risques économiques. Cette semaine, de nombreuses banques centrales augmenteront leur taux d'intérêt de manière agressive, donc pour maintenir le yuan à un niveau stable. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles la Banque populaire de Chine a décidé de laisser son taux d'intérêt inchangé ce matin. Sur le plan national, les données économiques du mois d'août ont été publiées il y a quelques jours, en particulier les données sur les crédits. Nous constatons une grande amélioration cette fois-ci. Cela garantit aussi à la Banque populaire de Chine que la réduction des taux d'intérêt peut être mise en pause en ce moment. Étant donné que le taux d'intérêt préférentiel des prêts à terme de 5 années porte sur la tarification des prêts hypothécaires, on pense que la stabilité des taux d'intérêt fait partie des efforts du gouvernement pour soutenir le marché immobilier. Les données relatives au secteur du logement publiées la semaine dernière n'étaient pas solides. Les prix des logements neufs dans 70 grandes villes chinoises ont reculé de 2,1% en glissement annuel le mois dernier. Et ceux des logements d'occasion ont baissé de 3,3%. Les ventes par surface de plancher ont aussi diminué, s'établissant à 878,9 millions de mètres carrés au cours des 8 premiers mois, soit une baisse de 23% par rapport à la même période de l'année dernière et seulement 0,1 point de pourcentage de plus que le chiffre des 7 premiers mois. Les spécialistes du logement s'attendent néanmoins à un rebond des ventes des biens immobiliers dans les prochains mois en raison de la stabilité ou de la baisse des taux d'intérêt. La baisse du taux d'intérêt préférentiel des prêts peut avoir un effet stimulant sur les achats de logements, mais cet effet est limité et les chiffres des ventes dépendent également de l'offre et de la demande. Par exemple, Shanghai va lancer le 5e lot de logements neufs de cette année. En septembre et octobre, les ventes de logements neufs ont augmenté, ce qui stimulera les ventes de logements d'occasion et l'ensemble du marché immobilier.
Les agences immobilières font remarquer qu'elles voient désormais davantage d'acheteurs potentiels venir manifester leur intérêt. J'ai reçu environ 3 groupes pour la visite d'appartements chaque semaine du mois d'août. La plupart des clients cherchaient à améliorer leurs conditions d'hébergement. Les chiffres du mois d'août ont été plus stables que ceux des 2 mois précédents. En plus de travailler sur le taux d'intérêt préférentiel des prêts, d'autres mesures gouvernementales visant à raffermir le marché immobilier comprennent l'accélération des approbations de prêts et la réduction du temps nécessaire au déblocage des fonds hypothécaires aux acheteurs. La Chine a officiellement protesté contre les États-Unis au sujet des déclarations récentes du président Joe Biden à propos de Taïwan, lesquelles violent les engagements de longue date pris par son pays à respecter le principe d'une seule Chine. Reportage. Nous exhortons la partie américaine à reconnaître pleinement l'extrême importance et la haute sensibilité de la question de Taïwan et à respecter le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints américano-chinois, à mettre effectivement en œuvre l'engagement pris par les dirigeants américains de ne pas soutenir la soi-disant indépendance de Taïwan, à traiter prudemment la question de Taïwan et à ne pas envoyer le mauvais signal aux forces séparatistes de Taïwan afin d'éviter de nuire davantage aux relations américano-chinoises et à la paix et à la stabilité du détroit de Taïwan. La Commission des affaires étrangères du Sénat des États-Unis a soutenu un projet de loi visant à renforcer l'aide à la sécurité à Taïwan. Celui-ci prévoit 6,5 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. On ignore à quelle date ce projet sera voté au Sénat, mais la Chine a condamné cet acte, affirmant qu'il envoie un mauvais signal aux séparatistes taïwanais. La Chine soutient que tout échange officiel entre Taïwan et d'autres gouvernements est une violation du principe d'une seule Chine convenu par 181 pays. Voici une déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères. Nous demandons instamment à la partie américaine de respecter le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints sino-américains, de mettre sérieusement en œuvre l'engagement pris par le dirigeant américain de ne pas soutenir l'indépendance de Taïwan, d'arrêter de jouer la carte de Taïwan, d'arrêter d'essayer de contenir la Chine avec la question de Taïwan et de cesser de promouvoir la révision du projet de loi concerné. La Chine, en fonction des progrès et du résultat final de la loi, prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder résolument sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale. Et c'est la fin de cette grande messe d'information du soir sur Gulf TV Africa. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion se joint à moi pour vous dire merci de votre attention et de votre fidélité à nos programmes. Suivez tout à l'heure à 20h30 un magazine intitulé « Sanctions CEDEAO Mali ». En effet, les sanctions infligées au Mali sont-elles au centre d'un crime de lèse-majesté? Pourquoi doit-on geler les avoirs d'un peuple souverain au lieu de ceux de la junte au pouvoir? Voilà 2 d'entre les questions clés qui ont constitué la charpente du magazine de 28 minutes que vous allez suivre juste après moi. C'est une réalisation d'Aristide Kanoussou. À 21h, vous aurez droit à votre émission Au-delà du réel. Le thème de ce jour est l'initiation et sacre des femmes dans les cultes endogènes. L'invité, c'est la vénérée mère Nangbo Wekome Missirun, prêtresse des cultes endogènes, honoriens et kamites, directrice de l'Institut d'appui à la modernisation des cultes endogènes. Avant de prendre congé de vous, retenez ceci, l'Afrique est un paradoxe qui illustre et met en évidence le néocolonialisme. Sa terre est riche, mais ses ressources superficielles et souterraines continuent à enrichir non pas les pays africains en principal, mais les groupes et les individus qui œuvrent à l'appauvrissement de la population africaine, disait Kwame Nkrumah, un personnage incontournable du panafricanisme qui a lutté toute sa vie durant pour l'indépendance du Ghana et de tous les pays africains. Ne disait-il pas d'ailleurs, l'indépendance du Ghana n'a pas de sens si elle n'est pas suivie de la libération totale de l'Afrique. Africains, levons-nous. Ce sera définitivement terminé pour cette grande messe d'information du soir sur Gulf TV Africa. Merci une fois encore de votre attention et de votre fidélité. Excellente suite de programmes à vous sur Gulf TV Africa.